Radio J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Ina Bassiste. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, correspondante à Paris de la chaîne israélienne Cannes. Vous contribuez également au site Al Monitor consacré à l'actualité et à l'analyse de cette actualité du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient toujours dans l'attente de l'issue des négociations en cours entre les États-Unis et l'Iran avec la médiation du Pakistan. Avec ces derniers jours, beaucoup de messages contradictoires de l'administration Trump. L'armée américaine qui a abattu 4 drones iraniens et mené des frappes la nuit dernière sur une base au sol dans le sud de l'Iran. Téhéran a visé en représailles une base américaine, sans doute au Koweït. Rina Bassiste, on est là clairement dans le brouillard de la guerre et des négociations. Absolument. Mais on a quand même le sentiment comme si, malgré le fait qu'on voit ces genres d'incidents, si vous voulez, il y a quand même une volonté, je crois, des deux parties d'avancer sur les négociations. En tout cas, côté Washington, c'est très clair. Et le président américain, il aimerait bien avoir un accord, mais lui-même, il insiste qu'il n'est pas pressé. Il veut un accord, mais il va prendre son temps. Et il veut qu'on arrive à un accord confortable pour les États-Unis. Après, on peut s'imaginer qu'il y a un décalage entre ces genres de déclarations et la vérité, parce que les États-Unis, ou Washington plutôt, ne se trouvent pas d'une très, très bonne position pour ces négociations. Et on sait que ce point de l'ouverture des détroits d'Ormuz est extrêmement essentiel pour la Maison-Blanche. C'est qui, bien sûr, donne une carte extrêmement forte à Téhéran. Washington, sur ce point-là particulier du détroit d'Ormuz, vous avez l'impression, Rina Bassiste, avec le recul, que Washington a été piégé par cette question, qui a sans doute été malgré tout préparée. J'imagine qu'on en discutait au sein des états-majors, notamment américains, sur la possibilité que l'Iran utilise cette carte-là, mais est-ce qu'on imaginait que ça allait aussi loin à tel point que ça devient l'enjeu, en tout cas, de cette première phase de négociation entre les Américains et les Iraniens? Oui, je ne sais pas si on peut vraiment utiliser le mot piégé, parce que ça veut dire qu'en fait, les Iraniens, ils ont planifié cette mesure. Or, on a plutôt l'impression que au moment où ils ont commencé justement avec les blocages de détroit d'Ormuz, ils ont découvert que c'était une carte majeure. Ils ont découvert que ça leur apporte énormément face aux Américains au moment où leur armée à eux, l'armée iranienne, est extrêmement affaiblie. Il n'y a plus de l'armée de l'air iranienne, par exemple. On sait que la marine, même si elle a une force de nuisance très forte avec tous ces bateaux moustiques, et les bateaux plus grands, les grands bateaux militaires n'existaient plus. Donc, on a d'un côté une armée iranienne très affaiblie et de l'autre côté, Téhéran qui découvre cette possibilité justement à mettre la pression sur les Américains. Vous pensez qu'il ne l'avait pas anticipé malgré le fait que 20% du commerce de pétrole dans le monde international passait par ce détroit d'Ormuz et donc c'est forcément un levier? Oui, disons que ça existait toujours, mais avant cette guerre, il y avait quand même une volonté iranienne d'apaiser ses relations avec ses voisins. Et on sait que c'était très compliqué pour l'Iran ces dernières années, ses relations avec l'Arabie Saoudite et même ses relations avec Oman et bien sûr ses relations avec les Émirats. Ce n'étaient pas des relations si faciles que ça. Et l'Iran avait besoin et a besoin justement d'investissement des relations économiques avec ces pays voisins, surtout avec les sanctions américaines. Et donc, je crois que pendant des années, même si, bien sûr, ces leviers existaient toujours, les Iraniens étaient très, très prudents à ne pas mettre ça sur la table comme une option et justement comme une menace. Parce que ça leur coûte très cher aussi. Ça leur coûte très cher à eux, d'abord, bien sûr, au niveau économique. Et on voit, eux, ils bloquent tous les autres, mais ils sont aussi bloqués avec leurs propres bateaux pétroliers. Ça, c'est une chose. Et de l'autre côté, ça leur coûte aussi très cher niveau diplomatique, niveau de commerce avec les autres pays de la région. Donc, ils sont doublement punis, si vous voulez. Mais malgré ça, face aux États-Unis, c'est un outil tellement fort, un levier tellement fort, et ils ne vont pas se priver. Je crois que maintenant, quand ils ont commencé à utiliser, qu'ils ont vu qu'est-ce que ça fait au niveau international, même si on va arriver à un accord, cette menace va rester permanente pour tous les pays de la région.
Le format de cet éventuel accord, Rina Bassiste, en plusieurs phases, donc Hormuz d'abord et avant tout, puis éventuellement le nucléaire et le balistique dans un second temps, dans une période qui durerait entre 30 et 60 jours, vous semble voué à l'échec, au moins pour ce deuxième volet? Non, c'est pas, non, ça je dirais pas. Ce que je dirais plutôt, c'est que il y a un risque pour ce deuxième volet parce que si vraiment les Américains insistent à arriver à un accord, il faudra que les Américains ils vont faire des compromis, ils vont accepter des choses qui n'étaient peut-être pas acceptées le 28 février. Souvenez-vous que le 28 février, il y avait des déclarations de la part de Washington disant il n'y aura plus d'enrichissement de l'uranium. Donc plus d'uranium enrichi, voilà, plus centrifugeuse. plus rien. En fait, un arrêt total du programme nucléaire iranien. On n'est pas du tout dans cette cas dans ce cas-là. Et c'est très clair que même si les Américains ne vont pas accepter toutes les demandes iraniennes, ils vont accepter une certaine partie. Par exemple, on ne parle plus d'un arrêt complet de ce processus d'enrichissement. Il y a un désaccord. Les Iraniens, ils ont proposé 5 ans. Et les Américains, ils ont commencé avec 20 ans. Maintenant, ils parlent de 15 ans. Et donc, il y a d'abord cette question des temps qui est essentielle pour Israël. On se rapproche de plus en plus du JCPOA, de l'accord de Vienne de 2015, avec ces fameuses sunset clauses. Oui, mais je ne sais pas si sur la durée, ça, on va voir, parce que ça risque à prendre plus que 60 jours, moi je pense. Et ce n'est pas sûr qu'on va vraiment arriver à quelque chose que les deux parties sont d'accord. Mais oui, c'est les mêmes problématiques, si vous voulez. Et c'est ça qui a... à tort ou à raison, quand le Premier ministre Benjamin Netanyahu est intervenu justement pour mettre la pression sur les Américains, d'abord pour qu'il n'y aura pas une JCPOA et après pour sortir de cet accord. Et son premier argument était c'est là qu'on ne peut pas avoir un accord qui est limité dans les temps, parce que les Iraniens, ils ont les temps longs et ils vont reprendre cette initiative, ce projet d'une bombe nucléaire. On est face exactement aux mêmes problématiques, sauf que là, un président américain qui est déjà sorti une fois d'un accord, là, il est très prêt à y retourner. J'écoutais avant-hier l'ancienne ministre israélienne Tzipi Livni qui justement insistait sur cette question de sortie du JCPOA par les États-Unis en 2018 avec les conséquences que cela a eu, en particulier pour Israël. Est-ce que à posteriori, il faut se réinterroger sur l'intérêt qu'a eu cette décision de Donald Trump sur ensuite l'accélération du programme par l'Iran, notamment en matière d'enrichissement d'uranium? Mais il faut dire que même au moment où le président américain est sorti en 2018, et même s'il y avait beaucoup d'Israéliens qui ont salué cette mesure, ils ont dit que c'est pour protéger Israël, ça va nous apporter que de bonnes choses et une certaine tranquillité. Mais il y avait aussi pas mal de personnes dans le système sécuritaire israélien qui ont dit attention, les choses ne sont pas si simples que ça. Sortir de cet accord, ça veut dire qu'il n'y a plus de contrôle. Et c'est exactement ce qu'on a vu le 28 février et les jours après. Soudainement, on découvre petit à petit que même après la guerre de juin 2025, même après cette guerre, en fait, le programme nucléaire n'était pas du tout détruit et tout simplement, non seulement apparemment on n'a pas tout frappé, mais qu'il y a des composants qu'on ne connaissait pas et peut-être des composants qu'encore on ne connaît pas. Donc, effectivement, si on regarde derrière, je crois qu'il y aura pas mal des Israéliens qui vont avouer maintenant que c'était une erreur. C'était une erreur de pousser Washington justement à renoncer à cet accord. Rina Bassiste, vous êtes notre invitée aujourd'hui. Comment se positionne Israël devant ces négociations en cours? Quelles sont les exigences de Benjamin Netanyahou? Est-ce qu'il peut accepter un accord, une levée même partielle des sanctions, sans avancée notable sur l'uranium enrichi? Mais Israël a un problème parce qu'Israël, bien sûr, a des exigences. D'abord, la question des 400 kilos. Les Iraniens aimeraient bien
arriver à un accord, on voit les 400 kilos dilués, mais que les matières mêmes restent dans les pays, à réutiliser à un certain moment. Israël dit non, absolument pas. Il faudra que ça soit transféré chez les Américains. Non, ni chez les Chinois, ni chez les Russes. Donc ça, c'est une chose. Après, Israël avertit aussi. Tout le monde parle de ces 400 kilos, mais il y a des centaines de kilos d'uranium enrichi à 20%. C'est beaucoup plus que les 3,5% nécessaires pour un programme nucléaire civil. Qu'est-ce qu'on fait avec? Personne n'en parle. Les programmes nucléaires civils, Israël n'aimerait pas du tout que l'Iran aura la possibilité d'avancer avec cela. Mais là, je crois qu'il y a une compréhension en Israël que là, même avec tous les leviers, toutes les pressions qu'on va mettre sur les Américains, là, il faudra accepter ça. Donc, vous voyez, déjà, sur le programme nucléaire, énormément de problèmes pour Israël. Parlons pas du fait que le programme des missiles balistiques n'est pas du tout sur la table des négociations. Parlons pas au fait Même pour la seconde phase. Même pour la seconde phase, pour l'instant, on ne parle pas. En plus de ça, il faut aussi avouer, et Benjamin Netanyahu a avoué ça, qu'il est en fait dans le noir par rapport à ces négociations. Les Américains, en fait, ne consultent plus les Israéliens. Et c'est surprenant, Rina Bassiste? Non, c'est pas surprenant, je pense. À la fin, les Américains sont très clairs dans leur démarche. Ils veulent arriver à un accord. Ils connaissent les exigences israéliennes, mais à la fin, ils vont arriver à un accord qui leur convient. Ce n'est pas un accord qui va être construit pour convenir à Israël. C'est un accord que le président américain pourra présenter comme à ses électeurs, à lui, avant les midterms, après les midterms, on va voir à quel moment on va arriver, si on arrive à un accord, qui va présenter comme, il a réussi à le faire, il a réussi à forcer les Iraniens dans un accord. Si vraiment il écoute toutes les exigences israéliennes, il ne va pas arriver à un accord, il ne va pas arriver à forcer la main des Iraniens. Ça, c'est assez clair, je pense. Est-ce qu'en cas de cessez-le-feu, signature d'un cessez-le-feu et puis peut-être d'avancer sur la deuxième phase sur l'uranium enrichi, du point de vue israélien, cette guerre pourrait à l'avenir prendre d'autres formes ou retrouver des formes plus anciennes avec l'action des renseignements, de cyberattaques par exemple, après cette période très très forte d'affrontement entre armées? Est-ce qu'on peut retrouver ce modèle-là? Oui, je dirais d'abord, il y a une compréhension qui est terrible en Israël. Je reviens de quelques jours avec tous les gens avec qui je parlais. Il y a une sorte de réalisation en Israël qu'il y aura une autre guerre avec l'Iran. Et c'est inévitable. Incontestable, inévitable. C'est un terrible constat. Mais l'Iran, on a parlé tout à l'heure, très affaibli militairement, mais avec un programme nucléaire qui ne sera pas complètement détruit, avec des programmes de missiles balistiques qui ne seront pas complètement détruits. Donc, il y aura cette guerre. Et si on sort de cette constatation, si on accepte que l'Iran ne cherche pas du tout la paix avec Israël, on sait que, bien sûr, Israël doit et va continuer dans les limites des Américains. Donc, peut-être pas des frappes, mais sûrement des attaques cyber, des efforts dans les champs des renseignements, connaître les nouveaux régimes aussi, parce que là, il y a des personnes qu'on n'a peut-être pas connues avant, et d'autres personnages avec un autre moyen de fonctionner. Un régime, par exemple, qui est peut-être moins dirigé par les hommes religieux et plus dirigé de façon plus ouverte. Avant, ils étaient plus en retrait. Donc, tout ça, il y a beaucoup de choses qu'Israël doit maintenant commencer à apprendre, à connaître pour se préparer à l'avenir, à un avenir pas très sympathique pour nous, entre nous et l'Iran. Rina Bassiste, comment l'évolution de cette guerre avec l'Iran est-elle perçue par l'opinion publique israélienne à quelques mois maintenant des législatives? Est-ce que ça pourrait jouer dans la cote de popularité du Likoud, le parti du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu? Bien sûr, la question de la sécurité sera une question majeure pour les prochaines élections. On parlera du Hezbollah dans quelques instants, mais sur l'Iran précisément? Absolument, parce que Naftali Bennett, après tout, c'est l'homme qui a mis sur la table cette
cette théorie qu'il faut justement couper la tête des pieuvres. C'est lui à l'origine. Et donc, lui, il a beaucoup de choses à dire sur l'Iran. Et il aura sûrement beaucoup de critiques ces prochaines semaines et prochains mois, jusqu'à si les élections vont être avancées à septembre. Avancées à mi-septembre. Et sans doute, il va beaucoup parler que Netanyahou a accepté d'une certaine façon les cadres imposés par les Américains, qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, qu'il n'a pas fait assez, qu'il n'a pas assez peut-être ciblé des infrastructures énergiques et est-ce que c'est pas une forme de transport pendant justement qu'on avait encore la possibilité de les faire. Est-ce que c'est pas aussi une forme de fantasme avec cette idée qu'Israël pourrait imposer certaines choses au président américain ? D'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique. On le voit avec le Hezbollah, notamment Ben Gvir et Smotrich qui mettent la pression en disant on va imposer cette solution sur le bureau de Donald Trump. Est-ce qu'il n'y a pas ce fantasme de la capacité d'Israël à imposer ses choix aux Américains ? Oui, bien sûr. Si on parle des Liban, c'est bien sûr, c'est extrêmement compliqué. On a bien vu qu'au moment où le président américain a dit ça suffit, on arrête au Liban, on entre dans un cessez-le-feu, Israël a obéi. Bon, Israël n'a pas obéi complètement, donc, mais ça, c'est d'abord parce que les Américains, ils ont laissé faire Israël. On est maintenant dans une situation où les Américains disent on ne frappe pas Beyrouth, Israël frappe pas Beyrouth. Ça ne veut dire pas qu'Israël arrête complètement. Il y a aussi la réalité sur le terrain. Et les Américains, ils sont très conscients. On a entendu Marco Rubio cette semaine sur le sujet. Exactement. Là, on est dans une situation terrible avec 12 soldats morts depuis le début de cessez-le-feu imposé par le président Trump le 16 avril. Donc, bien sûr, les Américains aussi comprennent qu'Israël ne peut pas juste encaisser ça, encore des morts et des morts et des morts. Israël est en train de réagir et Israël va continuer à réagir tant qu'il y a ces menaces de drones. Mais de l'autre côté, les Américains, quand même, à la fin, c'est eux qui décident. Sur ce point, Rina Bassis, est-ce que vous diriez que la question du Hezbollah et de cette guerre de drones incessante, très coûteuse en vie humaine, on va en reparler dans quelques instants, risque peut-être de coûter encore plus cher politiquement à Benyamin Netanyahou que la guerre contre l'Iran ? Vous avez tout à fait raison sur cette question parce que je crois que les Israéliens, ils ont accepté d'une certaine façon. On est dans une phase de cessez-le-feu avec les Iraniens. Il n'y a plus de tirs côté de Téhéran vers Israël. Et s'il y aura un accord, même si l'accord sera dangereux, entre guillemets, ou pas entre guillemets, pour Israël sur le niveau de ce programme nucléaire, ça ne sera pas un danger imminent parce que pour rétablir ce programme nucléaire, il faudra quand même plusieurs années pour les Iraniens. Et ils ont très peu de centrifuges, ils ont très peu de scientifiques. Il faudra, les Iraniens, ils auront besoin de former des nouveaux scientifiques parce qu'Israël a tué plusieurs. Donc, un danger existentiel, certes, mais pas imminent. Or, les dangers de Hezbollah, c'est un danger imminent. Et si Benjamin Netanyahou n'arrive pas à résoudre ce problème, là, il aura un gros problème pour les élections. Et moi, quand je suis allée dans le nord d'Israël il y a quelques jours, la ville, par exemple, de Kiryat Shmona est carrément vide. On est dans une situation contradictoire parce que d'un côté, on a cette ligne jaune on a repoussé la frontière, plus ou moins 10 km, mais dans la réalité, quand vous êtes dans le nord d'Israël, au contraire, la frontière a reculé. Kiryat Shmona, c'est plus la frontière parce qu'il n'y a plus personne. Et cette situation, elle est intenable. On voit que les gens, ils retournent dans le village du sud, à côté de la bande de Gaza, mais ces gens-là qui n'étaient pas évacués, il y avait une décision du gouvernement à ne pas évacuer les résidents du Nord, ils n'arrivent plus à habiter. Ça, c'est quelque chose, je crois que le Premier ministre Benjamin Netanyahou risque à payer très très cher si cette situation continue jusqu'à septembre. Et ce matin, la radio israélienne, Rina Bassis, un observateur faisait remarquer de manière outrée que les ministres du gouvernement préféraient ne pas se rendre dans le Nord de peur de faire face aux critiques de cette population israélienne du Nord bunkerisée face à la menace des drones. Il y a un vrai ras-le-bol de la population sur place après des cycles et des cycles d'affrontements contre l'Hezbollah qu'on espérait très affaiblis. Dans le Nord, il y avait vraiment un ras-le-bol.
il y a un sentiment comme si, en fait, le gouvernement abandonnait tous les résidents de ces villes et ces villages. Si on est dans une situation, il y a 3 ou 4 jours, où on a des jardins d'enfants avec des enfants très jeunes qui sont bloqués dedans pendant 2-3 heures parce qu'il y a des drones qui arrivent côté libanais qui vraiment qui arrivent dans l'espace aérien israélien, c'est pas possible. Les gens peuvent pas vivre comme ça. Donc même les gens qui restent encore, à un certain moment, ils vont quitter. C'est pas une situation où on peut élever des enfants. Et ça, c'est après, oui, vous avez raison, après 20 ans, 30 ans de quand même des roquettes. Donc tous ces gens qui ont réussi quand même à survivre cette terrible période, même avoir des enfants qui grandissent avec la peur au ventre, sachant toujours qu'il faut être pas trop loin d'un abri. Là, on arrive à une situation vraiment extrême. Ras-le-bol, c'est ça le mot. La sergente Rotem Yana Zichronali âgée de 20 ans, originaire de Givat-Hada, a été tuée hier lors d'une attaque de drone alors qu'elle cherchait à rejoindre un abri. Le ministre de la Défense, Israël Katz, avait annoncé en début de semaine une extension des opérations au Sud-Liban. Vous l'avez dit, Rina Bassiste, au-delà de la ligne jaune. À quoi ça correspond exactement, cette ligne jaune, et en quoi ça peut contribuer, en tout cas c'est ce qu'on espère côté israélien, à réduire les attaques du Hezbollah? Bon, tout dépend de la capacité de Hezbollah, ses capacités de drones, si vous voulez. Parce que la ligne jaune, il est plus ou moins, on a dit, à 10 km de la frontière israélienne. Donc, il ne va pas Litanie, jusqu'à... c'est 20. Voilà, la litanie, ça dépend dans quel point de litanie. Oui. C'est entre 20 et 30 km. Donc, on n'est pas si loin que ça. Mais avoir dit ça, déjà, les 10 km, quand on parle avec des soldats, ils disent c'est trop. On a commencé avec une ligne plus proche d'Israël, cette ligne rouge qui était à 3 à 5 km. Maintenant, on est à 10 km. 10 km, ça met vraiment en danger les soldats de Tzahal qui se sont absolument exposés à ces drones que Hezbollah arrive à faire voler, soit partant de cette région-là, de 10 km, ou même plus au nord, parce que ces drones-là, très bon marché, mais quand même, on peut les lancer à distance de 30 km. Ils sont produits sur place, ou il y a des filières ou des filières Les deux. Disons, il faudra bien sûr, il y a des composants qui n'existent pas dans le sud du Liban qu'il faut faire venir, mais manifestement, ils arrivent à les faire. Donc là, on a des drones qui sont lancés. Drones à fibre optique, hein, voilà, c'est ça à aussi. Fibre optique. En partie, au moins, au nord de cette ligne jaune, ce qui explique que Tzahal, maintenant, commence petit à petit à sortir de cette ligne jaune, à aller plus au nord, sachant que, bien sûr, les Américains, ils ne sont pas d'accord que Tzahal traverse à pied ou avec sur le terrain, et traverse cette rivière de Litanie. Ça sera très compliqué à convaincre à Washington que... Et qu'est-ce qui pourrait conduire encore plus loin, Rina, à frapper Beyrouth, la banlieue de Dakhla en particulier, l'infrastructure, le théâtre, le siège des infrastructures principales du Hezbollah. Qu'est-ce qui permettrait à Israël de faire accepter cette décision aux Américains? Disons, on a une situation extrêmement délicate parce que d'un côté, on a le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Israël Katz qui avouent à leur cabinet, quand ils parlent au ministre, ils disent oui, les Américains, ils ont dit pas Beyrouth. On ne peut pas bombarder Beyrouth, on ne peut pas bombarder justement le quartier général de Hezbollah à la Dakhla, dans le sud de la ville, sur aucun prétexte. Ça, c'est une chose. Après, quand on parle avec des sources politiques, sécuritaires, on reçoit un autre tableau, si vous voulez. C'est-à-dire? Disons que si vraiment il y aura une commando très, très haut, très, très important de Hezbollah qui va se réfugier dans la Dakhla, si Israël dit à Washington, écoutez, on a une occasion au nord, comme on avait avec Hassan Nasrallah, là, ce n'est pas 100% sûr que les Américains vont dire non. Ils ne vont pas dire oui,
Mais peut-être ils vont dire, nous on dit rien, on reste silencieux, c'est à vous de jouer. Donc c'est pas complètement noir et blanc, mais dans la globalité, bien sûr. Et on a vu au début du mois de mai, on a vu Israël a frappé une fois quand même, quand il y avait une sorte d'occasion au nord comme ça. Mais il faudra vraiment que ça soit quelque chose d'exceptionnel. Des frappes qui ne sont pas exceptionnelles, les Américains, ils ne vont pas tolérer. Même si Israël va dire, mais ce n'est pas possible parce que tous militants de Hezbollah, ils savent très bien qu'ils sont protégés là. Vous les laissez protéger, ils sont tous en train justement de retourner de la zone de la ligne jaune au sud de l'Italie. Et ils retournent à Beyrouth parce qu'ils savent qu'ils sont en sécurité. Oui. Israël, pour l'instant, ne peut pas opérer contre cette volonté de Washington. Terminons, Rina Bassis, avec la bande de Gaza où Tsahal multiplie ces derniers jours les éliminations ciblées avec la mort de Mohamed Odeh, chef de la branche militaire du Hamas à Gaza. Israël, Rina, achève avec cette élimination, ou termine, tout tente d'achever en tout cas de détruire l'organigramme directionnel autour de Yahya Sinwar, responsable des massacres du 7 octobre, alors que Odeh venait de remplacer son prédécesseur, Izzadine al-Haddad, qui avait été tué une dizaine de jours plus tôt par Tsahal aussi. Oui, voilà, il a passé 11 jours dans cette poste avant d'être éliminé. Mais non, là, on voit qu'Israël continue à éliminer tous les gens en fait, qui sont en train de remplacer ceux qui étaient tués. Il y avait même hier soir, Israël a encore, certes, pas des gens si hauts, placé comme Mohamed Odeh, mais d'autres personnes. Un responsable de transfert de fonds vers la branche militaire de Hamas. Exactement, et aussi un commandant dans la ville de Gaza, un vice-commandant dans la ville de Gaza. Donc, pour l'armée et pour Tsahal, tant que les Américains n'imposent pas un vrai cessez-le-feu sur Israël, tant que les Américains ne disent rien et laissent Israël faire, Israël va continuer. Parce que c'est ça, finalement, la clé pour désarmer Hamas. Comme on ne peut pas vraiment aller dans toutes les maisons et récupérer toutes les armes de Hamas, pardonnez-moi, la clé pour Israël reste l'élimination de tout cet organigramme. Alors que l'activité du Board of Peace mise en place par Donald Trump, pour l'instant, pose des questions. Certains de ses représentants vont se rendre dans les prochains jours sur place pour la première fois. On a lu également cette semaine dans la presse que les fonds qui lui étaient promis n'ont pas été alloués. Ça pose beaucoup de limites et de complexité à la mise en place de son action dans la bande de Gaza, justement pour écarter le Hamas de la direction politique de la zone. Oui, en fait, Israël a refusé jusqu'à maintenant l'entrée des deux groupes. Donc, d'abord, la comité technocrate, donc l'exécutif, si vous voulez, et aussi le board le conseil de président américain. Et ni l'un ni l'autre ont réussi en fait à entrer dans la bande de Gaza. Et bien sûr, ça pose des problèmes parce qu'à un certain moment, si on veut réhabiliter Gaza, si on veut commencer avec cette processus de désarmer Hamas, il faudra qu'il y aura un gouvernement sur place et il faudra qu'il y aura tous ces gens nommés par le président américain qui vont commencer à établir un vrai plan, quelque chose de concret et pas juste quelque chose imaginaire. La demande, une nouvelle demande était déposée justement auprès des Israéliens qui, bien sûr, dans la situation actuelle, ne peut pas dire non. Est-ce que ça veut dire que ça va commencer à fonctionner tout de suite? Je ne suis pas tout à fait sûre. Vous avez évoqué la question de l'argent. J'imagine qu'il y a beaucoup de déceptions côté américain, ne pas avoir justement les Saoudiens, les Émirats, les Qataris mettre beaucoup d'argent sur la table. Sans l'argent, on ne peut pas vraiment avancer. Pour Israël, d'une certaine façon, je ne dirais pas que c'est une situation confortable, mais c'est une situation gérable. Oui. Parce que Tsahal continue à opérer à très bas profil, sans trop provoquer ni les Américains ni la communauté internationale. Mais de l'autre côté, à un certain moment, il faudra que l'aide humanitaire rentre, qu'on commence la réhabilitation. Il y a quand même presque 2 millions de personnes qui souffrent. Il ne faut pas qu'Israël oublie ça. Merci beaucoup, Rina Bassis, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes correspondante à Paris du média israélien Cannes et contributrice du site Al Monitor. À très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup, Steve.